Chapitre 7. Mission. Au décès de la reine Désir, des rumeurs d'empoisonnement circulèrent. J'ai donc décidé de mettre par écrit ce que je sais être la vérité pleine et entière. Désir est bel et bien morte empoisonnée, mais de sa propre main, sur une longue période de temps et sans que son roi y ait quelque part que ce soit. Il avait fréquemment cherché à la dissuader de s'intoxiquer aussi libéralement qu'il le faisait. Il avait consulté des médecins et des guérisseurs, mais à peine l'avait-il convaincu d'abandonner une drogue qu'elle en trouvait une autre à essayer. Vers la fin du dernier été de sa vie, elle se montra toujours plus imprudente, expérimentant plusieurs produits simultanément sans plus faire le moindre effort pour dissimuler ses penchants. Son comportement était une rude épreuve pour Subtil, car, sous l'influence de l'alcool ou de mélange à fumer, elle portait des accusations échevelées et se laissait aller à des déclarations enflammées sans se préoccuper des personnages présents ni des circonstances. On pourrait croire que les excès de la fin de son existence auraient ouvert les yeux de ses partisans, mais non. Au contraire, ils affirmèrent que Subtil l'avait poussé au suicide, voire qu'il l'avait empoisonné de sa main. Mais je puis dire avec la plus complète assurance que sa mort ne fut pas le fait du roi. Pour le deuil de chevalerie, Urich me coupa les cheveux. Il ne m'en laissa qu'une épaisseur de doigt. Il se rasa ensuite le crâne, la barbe et les sourcils pour montrer son chagrin. Les zones pâles de son visage contrastaient violemment avec le teint brique de ses joues et de son nez. Cela lui donnait un air étrange, davantage même que les hommes des forêts qui venaient en ville les cheveux tombants, collés à la poix et les dents teintes en rouge et noir. Les enfants les regardaient bouche bée, puis échangeaient des murmures dans leur dos. Mais il restait quoi et se faisait tout petit devant Burich. Je pense que c'était à cause de ses yeux. J'ai vu des crânes dont les orbites vides recelaient plus de vie que les yeux de Burich à cette période. Royal envoya un de ses serviteurs le réprimander de s'être rasé et de m'avoir coupé les cheveux. Manifestation de deuil réservé à un roi couronné, non à un homme qui a refusé le trône. Burich regarda l'envoyé sans ciller, jusqu'à ce qu'il s'en retourne. Vérité se tailla la barbe et les cheveux d'une largeur de main, comme il convenait pour pleurer un frère disparu. Certains gardes du château amputèrent leurs nattes à des longueurs diverses, selon l'usage des guerriers en l'honneur d'un camarade tombé. Mais ce que Burich nous avait imposé, à lui et à moi, était extrême. On nous dévisageait. Je voulus lui demander pourquoi je devais porter le deuil d'un père que je n'avais jamais vu et qui n'était jamais venu me voir. Mais un seul regard sur ses yeux et ses lèvres de pierre m'en dissuada. Royal ne sut jamais rien de la mèche de deuil que Burich préleva sur la crinière de chaque cheval, ni sur le feu nauséabond qui consuma tous les poils et cheveux sacrificiels. Cela signifiait, avais-je vaguement compris, que Burich envoyait une partie de notre esprit accompagner celui de chevalerie. Il s'agissait d'une coutume du peuple dont sa grand-mère était issue. On aurait dit qu'il était mort. Une énergie froide animait son corps et il accomplissait ses devoirs sans erreur, mais sans chaleur ni satisfaction. Les sous-fifres qui autrefois rivalisaient entre eux pour le moindre signe d'éloge de sa part se détournaient aujourd'hui de son regard comme s'ils avaient honte pour lui. Seule Renarde ne le rejetait pas. La vieille chienne le suivait partout furtivement, jamais récompensée par le plus petit coup d'œil ni la plus légère caresse, mais toujours près de lui. Une fois je la serrai contre moi par compassion, et me risquais même à tendre mon esprit vers elle, mais je ne rencontrais qu'une torpeur effrayante. Elle pleurait avec son maître. Les tempêtes d'hiver cinglaient les falaises en grondant. Les journées étaient empreintes d'un froid sans vie qui interdisait tout espoir de printemps. Chevalerie fut inhumée à Flétribois. On décréta un jeûne de deuil à la forteresse, mais il fut bref et discret. Il s'agissait davantage d'observer les formes que d'imposer un véritable deuil. Ceux qui pleuraient sincèrement chevalerie étaient regardés comme faisant preuve de mauvais goût. Sa vie publique aurait dû s'achever avec son abdication anticipée. Attirer l'attention sur lui en mourant constituait une indélicatesse impardonnable. Une semaine après la mort de mon père, le courant d'air familier et la lumière jaune venue de l'escalier secret me réveillèrent. Je me levai et me hâtai de grimper dans ma retraite bien-aimée. Quel soulagement ce serait d'oublier l'atmosphère étrange du château, de recommencer à mélanger des plantes et de produire des fumées bizarres en compagnie d'Imbre. Je n'en pouvais plus de cette impression d'être privé d'identité que je ressentais depuis le décès des chevaleries. Cependant, l'extrémité de la salle où se trouvait le bureau était sombre et l'âtre éteint. Imbre était assis devant l'autre cheminée. Me fit signe de m'installer à côté de son fauteuil, j'obéis
et je le regardais. Mais ses yeux étaient fixés sur le feu. Il posa sa main coutureuse de cicatrice sur le chaume qui me couvrait le crâne, et nous restâmes ainsi un moment à contempler les flammes. Eh bien voilà, mon garçon, fit-il enfin. Il n'ajouta rien, comme s'il avait exprimé tout ce qu'il avait à dire. Il fit courir sa main dans mes cheveux courts. Buriche me les a coupés, déclarai-je soudain. C'est ce que je constate. J'ai horreur de ça. Ça me pique sur l'oreiller et je n'arrive pas à dormir. Ma capuche n'arrête pas de tomber et j'ai l'air idiot. Tu as l'air d'un enfant qui pleure son père. Je me tue un instant. J'avais vu dans ma coiffure une version un peu plus longue de la coupe extrême de Buriche. Mais Imbre avait raison. C'était la longueur de cheveux classique de l'enfant qui porte le deuil de son père, non celle du sujet qui pleure un roi. Cela ne fit qu'accroître ma colère. Mais pourquoi est-ce que je dois porter son deuil demandai-je à Imbre, comme si je n'avais pas osé le faire à Buriche. Je ne le connaissais même pas. C'était ton père. Il m'a fait avec une femme de rencontre, et quand il a appris que j'existais, il s'est défilé. Ça, un père, il ne s'est jamais intéressé à moi. Je jetai ces derniers mots d'un ton provoquant. Le chagrin profond et violent de Buriche, et maintenant la tristesse voilée d'Imbre, me mettait en rage. Tu n'en sais rien. Tu ne le connais que par les commérages. Tu es trop jeune pour comprendre certaines choses. Tu n'as jamais vu un oiseau faire semblant d'être blessé pour détourner les prédateurs de ses petits. Je n'en crois pas un mot. Mais je me sentais soudain moins assuré. Il n'a jamais rien fait qui me donne à penser qu'il s'intéressait à moi. Imbre tourna son visage vers moi. Il avait les yeux rouges, enfoncés, et le regard d'un vieillard. Si tu avais su qu'il s'intéressait à toi, d'autres l'auraient su aussi. Quand tu seras adulte, peut-être comprendras-tu ce qu'il lui en a coûté de ne pas te reconnaître afin de te protéger, afin de détourner ses ennemis de toi. Eh bien moi non plus, je ne le reconnaîtrai pas de toute ma vie, dis-je boudeur. Imbre soupira. Et ta vie sera beaucoup plus longue que s'il t'avait reconnu comme héritier. Il se tut, puis demanda d'un ton circonspect. Que désires-tu apprendre sur lui, mon garçon? Tout. Mais qu'est-ce que vous pouvez savoir de lui? Plus Imbre se montrait conciliant, plus ma hargne montait. Je le connaissais depuis toujours. J'ai travaillé avec lui, à de nombreuses reprises. Nous étions comme le gant et la main, selon le proverbe. Et vous étiez quoi? Le gant ou la main? J'étais volontairement insolent, mais Imbre refusait de se mettre en colère. La main, dit-il, après un instant de réflexion. La main qui agit, invisible, dissimulée sous le gant de velours de la diplomatie. Comment ça? J'étais intrigué malgré moi. Faire des choses... Imbre s'éclaircit la gorge. Des choses peuvent arriver qui facilitent la tâche du diplomate, qui incitent une délégation à négocier. Il peut se passer des choses. Le monde chavira. La réalité m'éclata au visage avec la soudaineté d'une vision. La réalité de ce qu'était Imbre et de ce que j'allais devenir. Vous voulez dire qu'un homme peut mourir et qu'à cause de sa mort, son successeur se montrera plus enclin à négocier, c'est ça? Mieux disposé envers nos arguments, par peur ou par gratitude, c'est ça. Les pièces du puzzle tombèrent soudain en place et un frisson d'horreur glacée me parcourut. Toutes ces leçons, tout cet enseignement soigneusement dispensé, pour en arriver là? Je voulus me lever, mais Imbre m'agrippa brusquement l'épaule. Un homme peut ainsi continuer à vivre, 2 ans, 5 ans, ou une décennie de plus qu'on ne l'aurait cru pour insuffler la sagesse et la tolérance de la vieillesse dans une négociation. Ou un bébé peut se voir guéri d'une toux suffocante et la mère reconnaissante se rendre brusquement compte que ce que nous proposons peut être au bénéfice de toutes les parties. La main ne donne pas toujours la mort, mon garçon. Pas toujours. Souvent quand même. Je ne te l'ai jamais caché. Je perçus 2 émotions dans la voix d'Imbre, que je n'y avais encore jamais senti. De la défiance et de la peine. Mais la jeunesse est impitoyable. Je n'ai plus envie de suivre votre enseignement. Je crois que je vais aller chez Subtil et lui dire de trouver quelqu'un d'autre pour assassiner les gens. C'est ton droit, mais je te conseille de t'en abstenir pour le moment. Son calme me prit au dépourvu. Pourquoi?
Parce que ce serait réduire à néant tout ce que Chevalerie a tenté de faire pour toi. Ton geste attirerait l'attention sur toi. Et, à l'heure qu'il est, ce n'est pas une bonne idée. Parlait d'un ton grave. C'était la vérité qu'il m'exposait. Pourquoi murmurai-je à ma propre surprise. Parce que certains voudront mettre un point final et définitif à l'histoire de Chevalerie. Et le meilleur moyen d'y parvenir serait de t'éliminer. Ces gens-là observeront tes réactions face à la mort de ton père. Te donnent-elles des idées? Te montres-tu impatient? Vas-tu jouer les empêcheurs de tourner en rond comme ton père? Pardon? Mon garçon. Il m'attira contre lui pour la première fois, je perçus comme un accent d'affection dans sa voix. Pour l'heure, tu dois te montrer discret et prudent. Je comprends pourquoi Burich t'a coupé les cheveux, mais en vérité, j'aurais préféré qu'il n'en fasse rien. De ce fait, certains ont dû se rappeler que Chevalerie était ton père. Et je le regrette. Tu n'es encore qu'un enfant. Mais écoute-moi. Pour le moment, ne change aucune de tes habitudes. Attends 6 mois ou 1 an. Ensuite, prends ta décision. Mais pour l'instant... Comment mon père est-il mort? Imbre scruta mon visage. Ne t'a-t-on pas dit qu'il était tombé de cheval? Si. Et j'ai entendu Burich sonner les cloches à l'homme qui l'a rapporté. Il a dit que Chevalerie ne serait jamais tombé, et que son cheval ne l'aurait jamais jeté à terre. Burich aurait intérêt à surveiller ses paroles. Alors, comment mon père est-il mort? Je l'ignore. Mais comme Burich, je ne crois pas qu'il ait eu un accident de cheval. Imbre se tut. Je m'assis près de ses pieds osseux et contemplai les flammes. Est-ce qu'on va me tuer moi aussi? Il demeura un long moment sans répondre. Je n'en sais rien. Si je peux l'empêcher, non. À mon avis, il faudra d'abord convaincre le roi subtil que c'est nécessaire. Et si on l'approche dans ce sens, je le saurai. Pensez donc que le danger vient de l'intérieur? De l'intérieur du château? Oui. Imbre attendit longtemps, mais je gardai obstinément le silence. Il finit par répondre tout de même à la question que je ne me résolvais pas à poser. J'ignorais tout de l'affaire. Je n'y ai eu aucune part. On n'a même pas cherché à me sonder. Sans doute parce qu'on sait que j'aurais fait davantage que refuser. Je réveillais à ce que rien ne se produise. Ah. Je me détendis un peu. Il m'avait trop bien formé au mode de pensée de la cour. Donc, on ne vous préviendra pas si la décision est prise de se débarrasser de moi. On craindra que vous ne me mettiez en garde. Il me prit par le menton et tourna mon visage vers lui pour plonger ses yeux dans les miens. La mort de ton père devrait te suffire comme mise en garde aujourd'hui et pour l'avenir. Tu es un bâtard, mon garçon. Nous sommes toujours en danger et vulnérables, nous sommes toujours bons à sacrifier. Sauf quand nous représentons une nécessité absolue pour la sécurité des autres. Je t'ai appris pas mal de choses ces dernières années, mais cette leçon-ci, retiens-la précieusement et garde-la toujours présente à l'esprit. Si jamais, par malheur, tu te débrouilles pour qu'on n'ait plus besoin de toi, on te tuera. J'écarquillai les yeux. Mais je suis inutile actuellement. Crois-tu? Je me fais vieux. Tu es jeune, docile, et tu as les traits et le port d'un membre de la famille royale. Tant que tu ne manifesteras pas d'ambition inopportune, tout ira bien pour toi. Il s'interrompit, puis reprit en insistant sur les mots. Nous appartenons au roi, mon garçon. À lui, exclusivement. D'une façon à laquelle tu n'as peut-être pas encore réfléchi. Nul n'est au courant de mes activités, et tout le monde ou presque a oublié qui je suis. Qui j'étais. Si quelqu'un a vent de nos agissements, ce ne peut être que par le roi. Je entrepris prudemment de rassembler les divers éléments. Alors, vous avez dit que ça venait de l'intérieur du château. Mais si on n'a pas utilisé vos exercices, l'ordre n'émanait pas du roi. La reine, m'exclamai-je, peint d'une subite certitude. Les yeux d'Imbre n'exprimaient rien. Voilà une hypothèse périlleuse à émettre. Et d'autant plus périlleuse si tu penses devoir te fonder dessus pour agir. Pourquoi? Imbre soupira. Quand une idée te vient brusquement, et que tu sous-estimes que c'est la vérité, que tu estimes que c'est la vérité sans te fonder sur aucune preuve, tu te rends aveugle aux autres possibilités. Envisage-les toutes, mon garçon. C'était peut-être un accident. Peut-être Chevalerie s'était fait tuer par quelqu'un qui l'avait offensé à Flétribois.
Peut-être sa mort n'a-t-elle rien à voir avec son statut de prince? Ou encore, peut-être le roi possède-t-il un autre assassin dont j'ignore tout, et, dans ce cas, c'est la main du roi qui s'est portée contre son fils. Vous ne croyez à aucune de ces conjectures, déclarai-je avec assurance. Non, en effet. Parce que je ne dispose d'aucune preuve pour affirmer que c'est la vérité. Pas plus que je n'en ai de la culpabilité de la reine. C'est tout ce que je me rappelle de notre conversation. Mais j'en suis convaincu. Imbre avait fait exprès de m'induire à me demander qui était le responsable du décès de mon père, pour m'instiller une des plus grandes circonspections à l'égard de la reine. Je ne perdis plus cette idée de vue, et pas seulement au cours des jours suivants. Je continuai à m'acquitter de mes tâches journalières, mes cheveux repoussèrent lentement, et lorsque l'été commença pour de bon, tout paraissait redevenu normal. Tous les 15 jours, ou 3 semaines, je recevais l'ordre de faire des courses en ville. Je m'aperçus bientôt que, quel que fût celui qui me donnait l'ordre, je retrouvais toujours un ou deux articles de mes listes dans les quartiers d'Imbre, et je devinais qui se cachait derrière mes petits moments de liberté. Je ne parvenais pas à passer du temps avec Molly chaque fois que je descendais en ville. Mais je m'arrangeais pour me planter devant sa vitrine jusqu'à ce qu'elle me remarque. Je faisais un petit signe de la tête, et cela me suffisait. Un jour, j'entendis quelqu'un au marché louer la qualité de ses bougies parfumées en disant que nul n'avait fabriqué de chandelles aussi parfaites et revigorantes depuis la mort de sa mère. Je souris, heureux pour elle. L'été revint et nos côtes virent le retour d'un temps plus clément, mais aussi des outriliens. Certains débarquèrent en honnêtes commerçants venus échanger leurs produits des régions froides. Fourrure, ambre, ivoire et tonneaux d'huile. Et partageaient des récits épiques de ceux qui me faisaient encore dresser les poils sur la nuque comme quand j'étais petit. Nos marins se méfiaient d'eux et les traitaient d'espions, au pire. Mais leurs marchandises étaient belles et bonnes. L'or avec laquelle ils achetaient nos vins et notre grain était lourd et massif, et nos négociants l'acceptaient sans rechigner. D'autres outriliens rendirent aussi visite à nos côtes, sans trop s'approcher de la forteresse de Castelcerre. Toutefois, ils se présentèrent avec des poignards, des torches, des arcs et des béliers pour ravager et mettre à sac les mêmes villages qu'ils rasiaient depuis des années. D'un certain point de vue, la situation pouvait avoir des allures de compétition sanglante et subtile. Les pirates cherchaient les villages les moins bien préparés ou les moins bien armés, tandis que nous tentions de les attirer sur des cibles apparemment vulnérables pour les massacrer. Mais s'il s'agissait d'une compétition, elle tourna très mal pour nous cet été-là. Chaque fois que je descendais en ville, on ne parlait que de destruction et la colère grondait. Au château, le sentiment dominant des hommes d'armes, sentiment que je partageais, était qu'on nous faisait passer pour des imbéciles. Les outriliens évitaient sans mal nos navires de patrouille et ne tombaient jamais dans nos pièges. Ils frappaient là où les soldats faisaient défaut et nous nous y attendions le moins. De tous, Vérité était le plus embarrassé, car c'est sur lui qu'était retombée la mission de défendre le royaume après le retrait de Chevalerie. Depuis qu'il ne bénéficiait plus des conseils de son frère, murmurait-on dans les tavernes, tout allait de travers. Nul encore ne dénigrait ouvertement Vérité, mais il était inquiétant de constater que personne ne le soutenait franchement non plus. À mes yeux d'enfant, les raids demeuraient des événements qui ne me concernaient pas. Certes, ces attaques étaient affreuses, et je ressentais une vague compassion pour les villageois dont on avait incendié ou saccagé les maisons. Mais, bien à l'abri à Castelcerre, je comprenais mal la crainte et l'état d'alerte constant dans lesquels vivaient les autres. Pas davantage que les souffrances des villageois qui ne reconstruisaient chaque année que pour voir le fruit de leurs efforts réduit en cendres la suivante. Cependant, je ne devais pas conserver longtemps ma candide ignorance. Un matin, je descendis chez Burich pour prendre ma leçon, pendant laquelle je passais en général autant de temps à soigner les bêtes et à entraîner Poulain et Pouliche qu'à réellement apprendre. J'avais en grande partie remplacé Cobb, entré au service de Royal en tant que palefrenier et garçon de chenil. Mais ce jour-là, à ma grande surprise, Burich m'emmena dans ses quartiers et me fit prendre place à sa table. Je me préparais à une matinée fastidieuse à réparer des harnais lorsqu'il m'annonça de but en blanc. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Il parlait d'un ton dubitatif, apparemment sceptique quant à mes potentialités dans ce domaine. Avec les chevaux demandai-je incrédule. Non. Celles-là, tu les possèdes déjà. Avec les gens, à table. Et après, lorsqu'on s'assoit pour causer, ces manières-là. Pourquoi faire? Il fronça les sourcils.
Parce que, pour des motifs que je ne comprends pas, tu dois accompagner Vérité lorsqu'il ira voir le duc Kelvar de Ripon à Finbay. Le seigneur Kelvar n'a pas coopéré avec le seigneur Shemsi pour équiper en hommes les tours côtières. Shemsi l'accuse de laisser les tours sans guetteur, ce qui permet aux Outriliens de les passer et même de s'ancrer devant l'île du Guet, et de là, de piller les villages du duché de Orphon qui dépendent de Shemsi. Le prince doit s'entretenir avec Kelvar au sujet de ces allégations. Je saisissais parfaitement la situation. On ne parlait que de cela à Bourg de Caselcer. Le seigneur Kelvar, du duché de Ripon, avait 3 tours de guet sous sa responsabilité. Les 2 qui encadraient Finbay étaient toujours équipées d'un bon contingent d'hommes, car elles protégeaient le meilleur port du duché. Mais celle de l'île du Guet ne défendait rien qui présentât grande valeur aux yeux de seigneur Kelvar. La haute côte rocheuse de Ripon ne cachait que de rares villages et les pillards éventuels auraient eu bien du mal à garder leurs navires des récifs pendant leurs opérations. Quant à la côte sud, elle ne les attirait guère. L'île du Guet n'abritait que des mouettes, quelques chèvres et une solide colonie de palourdes. Pourtant, cette tour était cruciale pour la défense avancée d'Anse du Sud dans le duché du Orphon. Elle commandait la vue sur les chenaux tant d'intérieur qu'extérieur, et se trouvait placée sur une éminence naturelle qui permettait à ses feux de balise d'être visibles du continent. Certes, Shemsi possédait une tour de guet sur l'île de l'Œuf, mais cette île n'était qu'un tas de sable qui dépassait à peine des vagues à marée haute. Quant à la tour, elle ne donnait aucun point de vue valable sur la mer et exigeait des réparations constantes à cause des déplacements du sable sous ses fondations et des marées et des tempêtes qui la submergeaient de temps en temps. Mais de son sommet, on pouvait apercevoir un feu d'alerte allumé sur l'île du Guet et le transmettre au continent, à condition qu'il y eût quelqu'un dans la tour de l'île du Guet pour envoyer le signal. Par tradition, les zones de pêche et les grèves à palourdes de l'île du Guet appartenaient au duché de Ripon, et par conséquent, il lui incombait aussi d'équiper la tour de guet en hommes. Mais y entretenir une garnison impliquait d'y transporter soldats et victuailles, d'y fournir bois et huile pour les feux d'alarme et de maintenir en état la tour elle-même contre les violentes tempêtes océanes qui s'abattaient sur cet îlot désertique. C'était un poste impopulaire chez les hommes d'armes et, d'après la rumeur, on y mutait en manière de sanctions subtiles les garnisons indisciplinées ou mal orientées politiquement. À plusieurs reprises, sous l'emprise de la boisson, Kelvar avait déclaré que, si le duché de Orphon attachait tant d'importance à ce que la tour soit habitée, il n'avait qu'à s'en occuper lui-même. Ce qui ne signifiait pas que le duché de Ripon fût prêt à se défaire de la zone de pêche, ni des prolifiques bancs de coquillages attenant à l'île. Aussi, lorsque des villages de Orphon avaient été mis à sac en début de printemps, au cours d'une attaque surprise qui avait réduit à néant tout espoir d'ensemencer les champs à temps, et où la plupart des brebis gravides s'étaient faites massacrer, voler ou s'étaient égayées, le seigneur Shemsi s'était plaint à grands cris au roi que Kelvar s'était montré négligent dans sa façon de garnir sa tour. Kelvar avait démenti en affirmant que le petit corps qu'il y avait détaché suffisait à un poste qu'il n'avait que rarement besoin de défense. Ce sont des guetteurs et non des soldats qu'il faut à l'île de Guet, avait-il déclaré. Et dans cette optique, il avait recruté un certain nombre de vieillards, hommes et femmes, pour équiper la tour. Une poignée d'entre eux avaient été soldats, mais la plupart étaient des réfugiés de Finbay, endettés, voleurs à la tire et putains vieillissantes, disaient certains. Citoyens d'âge respectable à la recherche d'un emploi sûr, rétorquaient les partisans de Kelvar. Tout cela, je le savais mieux par les potins de taverne et les dissertations politiques timbres que Burich ne l'imaginait. Mais je me tus et prêtai une oreille attentive à ses explications détaillées et pesantes. Comme je l'avais souvent remarqué, il me considérait comme un peu lent d'esprit. Je prenais mes silences pour un défaut d'intelligence, alors que je n'éprouvais tout bonnement pas le besoin de parler. Laborieusement, Burich entreprit donc de m'enseigner les manières que, dit-il, la plupart de mes congénères acquéraient simplement en côtoyant leur aîné. Je devais saluer les gens lorsque je les rencontrais pour la première fois de la journée, ou si je pénétrais dans une pièce et la trouvais occupée. Je devais appeler chacun par son nom, et s'il s'agissait d'une personne plus âgée que moi, ou d'une situation politique supérieure à la mienne, ce qui serait le cas, me rappela-t-il, de presque tous ceux à qui j'aurais affaire durant le voyage, je devais également lui donner son titre. Il me submergeait ensuite sous un déluge de considérations protocolaires, qui pouvaient me précéder au sortir d'une pièce et dans quelles circonstances. Presque tout le monde avait la préséance sur moi, et ce dans presque tous les cas. Puis ce fut la façon de se tenir à table, savoir quelle place m'était allouée, vérifier qui présidait,
et régler l'allure de mon repas sur la sienne. Porter un toast, boire plusieurs d'affilée, sans boire plus que de raison, et aussi converser agréablement avec mon voisin ou ma voisine de table. Cas plus probable, lui prêter une oreille attentive, etc. Au point que je me mis à rêver avec envie d'une éternité que je passerais à nettoyer des harnais. Ulrich me ramena à la réalité d'un coup sec dans les côtes. Ça non plus, tu ne dois pas le faire. Tu as l'air d'un crétin, à hocher la tête avec le regard vide. Ne t'imagine pas que ça ne se voit pas, et ne fais pas cette tête furibonde quand on te reprend. Redresse-toi, et prends l'air avenant. Je n'ai pas dit un sourire idiot, lourdeau que tu es. Ah, Fitz! Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment te protéger alors que tu fais tout pour t'attirer des ennuis? Et puis, pourquoi veut-on t'éloigner de moi à la fin? Ces deux dernières questions qu'il se posait à lui-même trahissaient son véritable souci. J'étais peut-être un peu stupide de ne pas l'avoir compris plus tôt. Ulrich vivait depuis assez longtemps à la lisière de la cour pour faire preuve de prudence. D'abord, pour la première fois depuis qu'on lui avait confié ma garde, on me soustrayait à sa surveillance. Ensuite, il n'y avait pas si longtemps que mon père était dans la tombe. À partir de là, il se demandait sans oser le dire tout haut s'il me reverrait un jour ou bien si quelqu'un était en train de créer de toutes pièces les circonstances nécessaires pour se débarrasser discrètement de moi. Je pris soudain conscience du coup qui serait porté à son orgueil et à sa réputation si je devais disparaître. Je soupirai intérieurement et déclarai, l'air de ne pas y toucher, qu'on avait peut-être besoin d'une personne en plus pour s'occuper des chevaux et des chiens. Vérité ne se déplaçait jamais sans Léon, son chien de loup. À peine 2 jours plus tôt, il m'avait complimenté sur ma façon de m'y prendre avec lui. Je répétais ces paroles à Burrich, et ce fut un bonheur de voir ce petit subterfuge si bien fonctionner. Une expression de soulagement détendit aussitôt ses traits, suivie de la fierté de m'avoir bien formé. La leçon dévia promptement sur les soins particuliers qu'exigeait un chien, et si la péroraison sur les bonnes manières m'avait ennuyé, je trouvais le rabâchage sur la science canine d'une monotonie presque physiquement douloureuse. Lorsqu'il me libéra enfin pour mes autres cours, c'est avec des ailes au talon que je m'en allais. Je passai le reste de la journée dans un brouillard distrait qui me valut de la part de Odd d'être menacé du fouet si je n'étais pas plus attentif. Puis elle secoua la tête, soupira et me dit d'aller me promener et de revenir quand j'aurais les yeux en face des trous. Je ne fus que trop heureux de lui obéir. J'étais omnibulé par l'idée que j'allais quitter Castelcer et voyager jusqu'à Finbay. Voyager pour de bon. J'aurais dû me demander pourquoi j'étais invité. Je le savais, mais je ne doutais pas qu'Imbre m'éclairerait sur ce point. Irions-nous par la terre ou par la mer? Je regrettais de n'avoir pas posé la question à Burrich. Les routes qui mènent à Finbay n'étaient pas des plus carrossables, à ce que j'avais entendu dire, mais peu m'importait. Sui et moi n'avions jamais fait de longs déplacements ensemble. Cependant, une traversée en bateau, sur un vrai navire... Je pris le chemin des écoliers pour gagner le château, par un sentier qui traversait un bois clairsemé le long d'une pente rocheuse. Des bouleaux à papier poussaient tant bien que mal aux côtés de quelques aulnes, mais la végétation consistait surtout en broussailles mal définies. Le soleil et une brise légère jouaient ensemble dans les plus hautes branches, teignant l'air de tachetures surnaturelles. Je levai les yeux pour regarder les raies éblouissantes du soleil à travers les feuilles de bouleau, et, quand je les abaissais, le fou du roi se tenait devant moi. Je m'arrêtai net, abasourdi. Par réflexe, je cherchais le roi des yeux tout en sachant qu'il serait absurde qu'il se trouvât là. Le fou était seul. Et dehors, en plein jour. Cette idée me fit dresser les poils sur les bras et la nuque. Il était de notoriété publique au château que le fou du roi ne supportait pas la lumière du jour. Notoriété publique, mon œil! Malgré qu'on ait la sagesse des pages et des filles de cuisine, le fou était bel et bien devant moi, ses cheveux incolores flottant dans la brise légère. Mais ses yeux ne paraissaient pas aussi pâles que dans les couloirs sombres de la forteresse. Tandis qu'il me regardait d'une distance de quelques pieds, à peine en pleine lumière, je leur découvris une nuance bleutée. Infime, comme une goutte de cire bleue opalin qui serait tombée dans une assiette blanche. La lactescence de sa peau s'avérait aussi une illusion, car dans les mouchetures du soleil, je vis qu'une ombre rosée la colorait de l'intérieur. Son sang, me dit soudain défaillant, son sang rouge qui transparaît sous sa peau. Le fou ne prêta nulle attention au murmure qui m'échappa. Il leva un doigt, comme pour arrêter non seulement mes pensées, mais le jour lui-même. Mon attention n'aurait pas pu être plus complète. Une fois qu'il en fut convaincu, le fou sourit, découvrant de petites dents blanches et écartées, comme un sourire de bébé dans un visage d'adolescent. Fitz! S'exclama-t-il d'une voix flûtée. Fitz, bouche la bouche, du bichon, du berry sa biche. Il se tut brusquement,
puis me refit le même sourire. C'est pas des yeux, perplexe, muet, immobile. À nouveau, il leva le doigt et cette fois, il le brandit vers moi. Fitz! Fitz, bouche, la bouche, du bichon, du beurre et sa biche. Il pencha la tête de côté en me regardant et le mouvement projeta sa chevelure en aigrette de pissenlit dans ma direction. La crainte qu'il m'inspirait commençait à se dissiper. Fitz, articulai-je avec soin en me tapotant la poitrine de l'index. C'est moi, Fitz. Oui, je m'appelle Fitz. Tu es perdu? Je m'efforçais de prendre un ton doux et rassurant pour ne pas affoler ce pauvre être qui s'était certainement égaré loin du château, ce qui expliquait sa joie devant un visage familier. Il inspira profondément par le nez, puis secoua violemment la tête au point d'avoir les cheveux dressés tout autour du crâne comme la flamme d'une bougie ballottée par le vent. Fitz! Répéta-t-il énergiquement d'une voix légèrement fêlée. Fitz, débouche la bouche du bichon, du beurre et sa biche. Du calme, répondis-je d'un ton apaisant. Je pliai légèrement les genoux, bien qu'en réalité, je ne fusse guère plus grand que le fou. Sans brusquerie, la main ouverte, je lui fis signe d'approcher. Allons, viens, viens. Je vais te montrer comment rentrer. D'accord? N'aie pas peur. Le fou laissa soudain ses mains retomber le long de son corps, puis il haussa le menton et leva les yeux au ciel. Enfin, il braqua son regard sur moi et avança les lèvres comme s'il allait cracher. Allez, viens, je lui fis signe à nouveau. Non, répondit-il d'une voix claire où perçait l'agacement. Écoute-moi, idiot. Fitz, débouche la bouche du bichon, du beurre et sa biche. Pardon? Demandai-je surpris. J'ai dit, articula soigneusement, Fitz, débouche la bouche du bichon, du beurre et sa biche. Il s'inclina, fit demi-tour et s'en alla sur le sentier. Attends, m'écriai-je. L'embarras me rougissait les oreilles. Comment expliquer poliment à quelqu'un qu'on le prend pour depuis des années pour un fou doublé d'un simple d'esprit? Impossible. Aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de beurre et de bichon? Tu te moques de moi? Loin de moi cette idée. Il se tut le temps de se retourner et reprit. Fitz, débouche la bouche du bichon, du beurre et sa biche. C'est un message, j'ai l'impression, qui t'incite à un acte important. Comme tu es la seule personne de ma connaissance qui supporte se faire appeler Fitz, je pense qu'il t'est destiné. Quant à ce qu'il signifie, que veux-tu que j'en sache? Je suis bouffon. Je n'interprète pas les songes. Bonne journée. Encore une fois, il me tourna le dos. Au lieu de suivre le chemin, il s'enfonça dans un fourré de suerbuis. Je me précipitai, mais quand j'arrivai au buisson, il avait disparu. Sans bouger, je scrutais le sous-bois bien dégagé, moucheté de soleil, à la recherche d'une branche ou d'un allié qui frémirait encore de son passage, pensant apercevoir sa livrée de fou. Mais je ne vis nulle trace de lui. Pas plus que de sens à son message ridicule. Tout le long du chemin qui me ramenait à la forteresse, je repensais à notre étrange rencontre, et finis par la classer comme un incident bizarre à mettre au compte du simple hasard. La nuit du lendemain, Imbre m'appela. Dévoré de curiosité, je montai l'escalier 4 à 4. Mais en haut, je compris que mes questions devraient attendre. Imbre était installé à la table de pierre, odeur sur les épaules, un manuscrit récent à demi enroulé devant lui. Un verre de vin en guise de presse-papier, il parcourait lentement de son doigt crochu une sorte de liste. J'y jetai un coup d'œil en passant. Des noms de villages et des dates. Sous chaque village apparaissait un inventaire. Tant de soldats, tant de marchands, tant de moutons, tant de tonneaux de bière, de mesures de grains, etc. Je m'assis en face de lui sans un mot. J'avais appris à ne pas l'interrompre. Mon garçon, dit-il à mi-voix, sans lever les yeux du manuscrit, que ferais-tu si un brigand s'approchait de toi par derrière pour te cogner sur la tête? Mais seulement lorsque tu aurais le dos tourné. Comment t'y prendrais-tu? Je réfléchis rapidement. Je ferais semblant de regarder ailleurs, mais je me serais muni d'un gros bâton, et quand il essayerait de me taper dessus, je me retournerais et je lui casserais la tête. Oui. Nous avons essayé ces tactiques, mais nous avons beau prendre l'air dégagé, les Outriliens semblent toujours être au courant du piège, et ils n'attaquent jamais. Nous avons certes trompé un ou deux corsaires ordinaires, mais jamais les pirates rouges. Et ce sont eux que nous voulons frapper. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous portent les coups les plus rudes. Vois-tu, mon garçon, notre peuple s'est habitué à se faire attaquer. On pourrait presque dire qu'il s'y est adapté. On plante un hectare en plus, on tisse une coupe de toile en plus, on élève un bouvillon en plus.
Nos fermiers et nos villageois essayent toujours de mettre un petit quelque chose de côté, et lorsqu'une grange ou un entrepôt brûle au cours d'un raid, tout le monde s'unit pour relever les poutres. Mais les pirates rouges ne se contentent pas de piller en provoquant quelques destructions accidentelles. Ils saccagent tout, et quand ils emportent quelque chose, on a l'impression que c'est par inadvertance. Imbre se tut, les yeux fixés sur les murs comme s'il pouvait voir à travers. Ça n'a pas de sens, reprit-il d'une voix troublée, s'adressant davantage à lui-même qu'à moi. En tout cas, aucun que je sois capable de discerner. C'est comme abattre une vache qui donne chaque année un veau de bonne race. Les pirates rouges mettent le feu aux récoltes de céréales et de fourrage encore sur pied. Ils massacrent le bétail qu'ils ne peuvent emporter. Il y a 3 semaines, à Torseby, ils ont incendié le moulin après avoir éventré les sacs de grains et de farine qui s'y trouvaient. Quel profit en tirent-ils? Pourquoi risquent-ils leur vie pour semer simplement la destruction? Jamais ils n'ont cherché à s'emparer d'un territoire ni à le conserver. Jamais ils n'ont exprimé le moindre grief contre nous. Un voleur, on peut s'en protéger, mais nous avons affaire à des tueurs et des destructeurs qui frappent au hasard. Torseby ne sera pas rebâti. Les survivants n'en ont ni la volonté, ni les ressources. Ils s'en sont allés, certains chez des parents dans une autre ville, d'autres pour mendier dans nos cités. C'est un schéma trop souvent répété. Il soupira puis secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Lorsqu'il releva les yeux, toute son attention était concentrée sur moi. Imbre avait cette faculté particulière d'écarter un problème si complètement de ses pensées qu'on aurait juré qu'il l'avait oublié. Tu vas accompagner Vérité à Finbay lorsqu'il ira essayer de faire entendre raison au seigneur Kelvar, déclara-t-il comme s'il n'avait pas d'autre souci en tête. C'est ce que Burich m'a dit. Mais il ne comprenait pas, et moi non plus. Pourquoi? Imbre eut l'air perplexe. Ne te plaignais-tu pas, il y a quelques mois, d'en avoir assez de Castelcerre et de vouloir connaître les sites duchés de plus près? Si, bien sûr. Mais je doute fort que ce soit pour ça que Vérité m'emmène. Imbre haussa les épaules, comme si Vérité s'occupait de savoir qui fait partie de sa suite. Il n'a aucun intérêt pour les détails, et par conséquent, il n'a pas le génie de chevalerie pour manier les gens. Pourtant, c'est un bon soldat, et à long terme, cela s'avérera peut-être bénéfique. Non, tu as raison. Vérité ne sait absolument pas pourquoi tu l'accompagnes. Pas encore. Subtil va lui révéler que tu suis une formation d'espion. Et ce sera tout, pour l'instant. Nous en avons discuté, lui et moi. Es-tu prêt à lui rembourser tout ce qu'il a fait pour toi? Es-tu prêt à prendre ton service pour la famille? Il parlait avec un tel calme et me regardait avec une telle franchise que c'est presque avec flegme que je pus demander. Devrais-je tuer quelqu'un? Peut-être. Il changea de position dans son fauteuil. Ce sera à toi d'en décider. Décider et ensuite exécuter. Ce n'est pas la même chose que de s'entendre simplement ordonner. Voici l'homme en question et voici ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus difficile, et je ne suis pas du tout certain que tu y sois prêt. Ne serais-je jamais? Je voulus sourire, mais il n'obtint qu'un rictus qui ressemblait à un spasme musculaire. J'essayai en vain de l'effacer. Un tremblement bizarre me parcourut. Sans doute pas. Imbre se tut, puis parut estimer que j'avais accepté la mission. Tu iras en tant que serviteur d'une vieille dame de la noblesse qui profite du voyage pour rendre visite à des parents à Finbay. Ce ne sera pas trop dur. Elle est très âgée et sa santé n'est pas bonne. Dame Tin se déplace en litière fermée. Tu chevaucheras à ses côtés pour veiller à ce qu'elle ne soit pas trop secouée. Pour lui apporter à boire si elle te le demande. Bref, pour répondre à toutes ces petites requêtes. Ce ne sera pas très différent de s'occuper du chien de loup de vérité, apparemment. Imbre ne répondit pas tout de suite et sourit. Excellent! Tu auras cette responsabilité aussi. Rends-toi indispensable à tout le monde au cours de ce voyage. Ainsi, tu auras de bonnes raisons d'aller partout et de tout entendre sans que personne s'étonne de ta présence. Et mon vrai travail? Écouter et apprendre. Subtil et moi trouvons les pirates rouges trop bien renseignés sur nos stratégies et nos forces. Non sans rechigner, Kelvar a récemment fourni des fonds pour garnir la tour de l'île du Guet de façon convenable. Par 2 fois, il a négligé son devoir et par 2 fois, les villages du duché de Orfond ont payé pour ses négligences. A-t-il franchi la limite entre l'incurie et la trahison? Kelvar complote-t-il avec l'ennemi pour son propre profit? Nous voulons que tu fouines un peu pour voir quel lièvre tu peux lever. Si tu ne décèles qu'innocence ou si tu n'as que de fortes présomptions, reviens nous en faire part. Mais si tu découvres une trahison et qu'il n'y ait pas de doute possible,
tous nous en serons débarrassés, et cela vaudra. Et les moyens? J'ai de mal à me reconnaître dans ce ton prosaïque retenu. J'ai préparé une poudre indécellable dans la nourriture et invisible dans le vin. Pour son emploi, nous nous fions à ta discrétion et à ton ingéniosité. Il ôta le couvercle d'un plat en terre cuite. Je vis un paquet enveloppé de papier fin, plus mince et plus fin que tout ce que m'avait montré Gerpu. Bizarrement, ma première pensée fut que mon maître scribe serait ravi de travailler avec un tel papier. Le paquet contenait une poudre blanche infiniment ténue. Elle s'accrochait au papier et flottait dans l'air. Imbre s'appliqua un tissu sur le nez et la bouche pour renverser une mesure soigneusement dosée dans une papillote en papier huilé, qu'il me tendit ensuite. Je recueillis la mort dans le creux de ma main. Et quel en est l'effet? Cette poudre n'agit pas trop vite. Il ne tombera pas raide mort à table, si c'est ce que tu veux savoir. Mais s'il vide sa coupe, il s'en sortira mal. Connaissant Kelvar, je pense qu'il ira se coucher, le ventre gargouillant. Il ne se réveillera pas le matin. Je glissai la papillote au fond de ma poche. Vérité est-elle au courant? Imbre réfléchit. Vérité porte bien son nom. Il serait incapable de s'asseoir sans se trahir à la table d'un homme qu'il va empoisonner. Non. Dans cette mission, le secret nous servira davantage que la vérité. Quant à ses yeux dans les miens, tu agiras seul, sans autre avis que le tien. Je vois. Je changeai de position sur mon haut tabouret de bois. Imbre? Oui? Ça a été pareil pour vous? Votre première fois? Il baissa les yeux sur ses mains et promena un moment le bout de ses doigts sur les cicatrices d'un rouge enflammé qui parsemait le dos de sa main gauche. Le silence s'éternisait, mais j'attendis patiemment. J'avais 1 an de plus que toi, dit-il enfin, et je devais simplement exécuter un ordre. Je n'avais rien à décider. Ça te suffit? Je me sentis soudain gêné sans savoir pourquoi. Je crois, bredouillai-je. Tant mieux. Je sais que tu n'y voyais pas malice, mon garçon. Mais les hommes ne parlent pas des heures qu'ils passent au milieu des oreillers avec une dame. Et les assassins ne discutent pas de leur travail. Même pas de professeur et élève? Imbre détourna le regard vers un coin obscur, près du plafond. Non. Il ajouta au bout d'un moment. D'ici 2 semaines, tu comprendras peut-être pourquoi. Et nous ne revînmes jamais sur le sujet. D'après mes calculs, j'avais 13 ans.